large de 5 kilomètres. La vallée de Boring est une impasse de 20 kilomètres fermée à l'ouest par la muraille concave du rocher de Komarcha. Au plus profond de cette entaille alpestre, un lac dédouble le paysage, qu'on peut lire, grâce à lui, à l'envers aussi bien qu'à l'endroit. Pendant toute la belle saison, il est bleu, limpide et souriant. L'hiver, il est comme tout le monde, il est gelé. Les hivers sont rudes en Slovénie. Les Slovènes sont un peuple religieux et leur gouvernement progressiste, selon toute apparence, n'y voit aucun inconvénient. On peut dire que cette petite église dédiée à Saint Jean-Baptiste n'a pas désempli depuis sa consécration. Il y a plus de 4 siècles qu'elle raconte paisiblement l'histoire sainte aux paysans d'alentour qui descendent de la montagne tous les dimanches pour feuilleter ici ces images et prier ou rêver devant les statues peintes où se reconnaît l'influence d'un certain baroque autrichien, légèrement alangui par un rien de fatalisme slave qui incline de ci, de là, une couronne ou une auréole. Les Slovènes ont la contemplation décontractée, nécessitée dans les pays escarpés où l'agitation ne mène jamais qu'à l'essoufflement. Mais nous explorons la Slovénie depuis 4 semaines et je m'aperçois que je ne vous ai pratiquement pas parlé d'un grand Slovène qui est aussi un grand personnage de l'histoire yougoslave et qui s'appelait Napoléon Bonaparte. Que les bonapartistes me pardonnent 2 fois pour ce que je n'ai pas dit et pour ce que je vais dire. L'ancienne province illyrienne où nous sommes est l'une des rares régions d'Europe où Napoléon n'est jamais passé pour un ogre. Au contraire, les Slovènes, après un siècle et demi et combien de poussières, lui sont encore reconnaissants de les avoir délivrés des différentes formes d'oppression qu'ils avaient encore à subir à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. C'est lui qui abolit la noblesse dans ce pays avant de la rétablir dans le sien, lui encore qui supprima le servage et proclama l'égalité civile. Lui, toujours, qui rendit aux Slovènes leur langue maternelle avec le droit de s'en servir. À Ljubljana, tous ces bons souvenirs sont perpétués par un monument, le premier du genre, je crois, aux soldats inconnus, et qui porte cette inscription. Sous cette pierre, nous avons déposé tes cendres, soldats sans nom de l'armée napoléonienne, pour que tu reposes au milieu de nous. Toi qui, allant à la bataille pour la gloire de ton empereur, es tombé pour notre liberté. Fin de citation. Les derniers mots de l'émouvante épitaphe sont à retenir et à méditer. On se bat pour l'un, on tombe pour l'autre. C'est ce que l'on appelle la fortune des armes. Tranquille,
Voilà le mot qui convient à la Slovénie. Des montagnes tranquilles. Un peuple tranquille. Un socialisme tranquille qui ne croit pas, comme on l'imagine parfois ailleurs, que l'avenir exige la destruction du passé. Certes, le monde moderne est entré ici aussi, bien sûr, mais il y est entré sur la pointe des pieds, en mettant comme tout naturellement ses pas dans les pas de la tradition. Dans ces paysages sereins, et avec ces hommes qui ne changent pas, une révolution a été faite. Mais les grands signes qui orientent la vie des hommes sont toujours les mêmes, et l'un d'eux reste, en avant du cortège en noir et tiré sur la neige, le signe de la croix. Quel que soit l'esprit du temps, il n'y a qu'une réponse à certaines questions. Dans ce pays longuement rôdé par l'histoire, un accord s'est établi entre les lendemains que l'on ne s'évertue pas à faire chanter trop tôt et les autrefois qui ont encore beaucoup à dire. Ici, déduction faite des duretés de l'existence quotidienne et des inquiétudes qui sont celles de tous les hommes dans cette dernière partie du XXe siècle, la vie, humble et honnête, se tient encore tout près de la poésie.